Ok. Donc, d'abord, merci à Igor pour avoir accepté de faire ce séminaire ici, hein. Même si c'est en distanciel, oui, je vois que c'est pas la solution meilleure, hein, mais, en tout cas, merci. Donc, tu vas nous présenter les travaux de ta thèse, si j'ai bien compris, ça concerne la simulation de trafic euh, voilà, donc tu peux commencer. Bon. Et Merci. j'active la vidéo ou je laisse ça en audio? Je laisse, Comme tu veux. Tu ça dépend il y a des diapos, tu peux garder les diapos. Après, on peut activer toute D'accord, la caméra d'accord. pour la discussion. Ok, d'accord. Là, je mets un grand écran. Tac. Alors, merci de me donner l'occasion de pouvoir présenter ces travaux qui font partie des travaux que j'ai réalisés dans le cadre de ma thèse, effectivement, comme David l'a si bien souligné. Le titre de cette présentation, ce sera Holonic and Dynamic Multi-Level Model of Large-Scale Traffic. Maintenant, je suis à Orange en tant que postdoc. Donc, pour présenter ces... Oups. Ah, ok. Donc, pour présenter ce travail, j'aurai 5 ou 6 grandes parties. Je vais certainement aller rapidement sur d'autres, mais nous allons commencer par une introduction. Nous allons présenter les systèmes complexes à grande échelle, les modèles de l'unification, les modèles dynamiques multiniveaux de trafic, quelques résultats et enfin, nous allons achever par une conclusion. En fait, j'ai essayé de faire ça un peu plus long parce que je ne savais pas si les uns et les autres connaissaient bien la technologie multi-agent holonique. Donc, il fallait que je présente tout au moins les bases pour qu'on puisse aller en phase. Donc, l'introduction sera structurée par le contexte, la motivation, le problème et le but que j'aimerais résoudre. Ce que je peux dire d'emblée comme contexte, c'est que nous savons que plus le temps passe, plus la demande de transport devient de plus en plus grande, la demande de trafic est de plus en plus croissante et plusieurs solutions ont été proposées pour pouvoir résoudre la demande de trafic croissante, notamment la construction et l'élargissement des routes. Sauf que construire de nouvelles routes ou alors élargir les routes qui existaient déjà, ça demande de l'argent, ça pollue et souvent ce n'est même pas possible parce qu'il manque d'espace. Par exemple, dans les zones urbaines, il n'est pas facile, on ne trouve pas facilement l'espace pour pouvoir agrandir les routes ou alors pour construire de nouvelles routes. Autre solution qui a été proposée, c'est de pouvoir encourager les modes de transport alternatifs comme le vélo, la marche à pied, le bus, ainsi de suite. Ces solutions ont aussi beaucoup d'avantages. Par exemple, elles permettent de réduire le CO2, mais elles ont également des inconvénients parce que, par exemple, avec le bus ou avec le vélo ou avec la marche à pied, il est difficile, par exemple, de faire 100 km ou plus. Et le bus peut avoir des annulations ou alors, des fois, dans d'autres pays, le bus n'a même pas d'heure, comme par exemple au Cameroun, le bus n'a pas d'heure. Une autre solution qui a été proposée, c'est la modélisation et la simulation du trafic dans lesquels s'inscrivent ces travaux. La modélisation et la simulation du trafic permet d'étudier le trafic pour pouvoir le représenter en laboratoire, pour pouvoir le comprendre afin de pouvoir le prédire, l'anticiper et pouvoir faire d'autres observations sur le trafic. Donc, dans la littérature, donc, il y a 3 grandes approches qui sont proposées pour pouvoir modéliser et simuler le trafic. Nous avons l'approche macroscopique, l'approche mésoscopique et l'approche microscopique. Il n'y a pas de meilleure approche par rapport à l'autre. Il n'y a pas une approche qui est meilleure par rapport à l'autre. Chaque approche a ses avantages et ses inconvénients. Et généralement, on choisit soit macro, soit méso, soit micro en fonction du problème qu'on veut résoudre. Parce que, par exemple, les modèles macroscopiques, en général, ils sont simples parce qu'ils utilisent peu de paramètres, ils sont faciles à calibrer, mais ils exhibent un comportement grossier. Pourquoi grossier? Parce que les véhicules ne sont pas considérés de manière individuelle, mais ils sont considérés comme un flux.
Et comme les véhicules sont considérés comme un flux qui s'écoule en analogie avec la cinétique des gaz, ça fait que le comportement est grossier. Contrairement aux modèles macroscopiques, les modèles microscopiques sont plus précis parce que les véhicules sont représentés de manière individuelle et c'est plus proche du comportement réel des conducteurs. Cependant, les modèles microscopiques ne passent pas facilement à l'échelle et à cause du grand nombre de paramètres, ils sont souvent difficiles à calibrer. Entre les modèles microscopiques et les modèles macroscopiques, il y a les modèles mésoscopiques qui ont un coût computationnel intermédiaire, mais qui exhibe aussi un comportement grossier. Comme je l'ai dit, en fonction du cas d'application, on choisira soit le micro, soit le méso, soit le macroscopique. À partir de ces trois grandes familles de modélisation du trafic, il y a également une nouvelle famille, il y a un nouveau type qui a été proposé, qui n'est pas en réalité un type, mais qui est plutôt une combinaison de ces précédents types qu'on appelle les modèles multiniveaux du trafic. En fait, c'est quoi un modèle multiniveau du trafic? C'est simplement un modèle qui va combiner au moins deux représentations dans un même modèle, notamment, par exemple, combiner le micro et le méso, ou alors combiner le méso et le macro, ou alors même combiner le micro, le méso ou le macro. Les avantages, c'est que ça peut permettre de mixer les avantages du micro, du méso et du macro. Ça peut également permettre de représenter le trafic sous plusieurs perspectives. Et un autre avantage, c'est que ça permet de lier les différentes représentations entre eux. Donc, ça permet de comprendre la relation qui existe entre le micro et le méso, et par exemple aussi entre le méso et le macro. Les modèles multiniveaux également permettent le passage à l'échelle. Cependant, bien que ces propriétés et ces atouts bien que les modèles multiniveaux possèdent beaucoup d'atouts, ils ont également des difficultés, notamment, il faut pouvoir assurer la compatibilité, c'est-à-dire, puisque le niveau, par exemple, microscopique et macroscopique n'utilisent pas les mêmes variables, ils n'ont pas la même échelle temporelle. Il faut donc pouvoir gérer la compatibilité entre les deux représentations. Il faut aussi pouvoir gérer la transition. Comment est-ce qu'on peut quitter du micro vers le macro, ou alors comment est-ce qu'on peut quitter du méso vers le macro. Pour pouvoir donc, il y a donc plusieurs approches qui ont été proposées dans la littérature, deux grandes familles, notamment des modèles multiniveaux, parce que nos travaux se focalisent sur les modèles multiniveaux. Il y a les approches statiques et les approches dynamiques. C'est quoi l'approche statique multiniveau? En fait, l'idée est simple. L'idée, c'est simplement de décomposer un réseau routier en plusieurs sections, comme par exemple là, on va décomposer ce réseau routier en macroscopique, en microscopique et encore en macroscopique. Cette partie macroscopique cette section de la route est représentée avec un modèle macroscopique. Cette section de la route est représentée avec un modèle macroscopique et cette section est représentée avec un modèle micro. Le but du modèle multiniveau, c'est de pouvoir gérer ces frontières-ci. Comment est-ce qu'on quitte du flux vers des véhicules individuels et comment est-ce qu'on quitte des véhicules individuels au niveau des flux, juste à ce niveau-ci, au niveau des frontières. Ça, c'est l'approche statique. Les inconvénients de cette approche, c'est que ça nécessite un expert pour pouvoir faire la décomposition du réseau parce que c'est censé critique. Si on fait une mauvaise décomposition du réseau routier, on peut avoir des mauvais résultats. Et le modèle est statique parce que lorsqu'on a fixé, par exemple, que cette section est macroscopique, ça ne peut pas changer jusqu'à la fin de la simulation. Cette section va rester macroscopique, celle-ci va rester microscopique et celle-ci va rester macroscopique. Et également, cette approche-là, généralement, se focalise seulement sur deux niveaux interfacés. Comme là, on a juste le macro et le micro. Et pour quitter, par exemple, du macro vers le micro, généralement, on peut faire l'agrégation et la désagrégation. Afin de lever quelques soucis des approches dynamiques, des approches statiques multiniveaux, il y a une autre approche qui a été proposée, l'approche dynamique multiniveau de trafic, qui permet donc de résoudre certains inconvénients que je viens de présenter tout à l'heure, notamment le fait que lorsqu'une section est choisie comme microscopique jusqu'à la fin de la simulation, elle reste microscopique. Un autre avantage de l'approche dynamique, c'est qu'elle va donc permettre à une représentation de pouvoir commuter en micro, méso ou macro au cours de la simulation. Et ça va donc permettre une adaptation dynamique de la simulation. Dans la littérature, il y a
quand je faisais encore l'état de l'art, il y avait deux modèles au meilleur de ma connaissance, bien sûr. Le modèle similaire Jamfry de Borja et al. Et le modèle Sewall, qui combinait le modèle micro et macro de manière dynamique, et le modèle de Sewall et al. Faisait aussi une combinaison du micro et du macro. Les inconvénients de ces deux approches dynamiques multiniveaux, c'est que les représentations microscopiques et macroscopiques sont trop éloignées les unes des autres. Et en général, une transition abrupte du micro vers le macro pose des problèmes d'incohérence. Il est donc approprié de pouvoir faire une transition pas à pas au travers de l'approche mésoscopique, donc une transition au travers d'un pont, d'où le problème que je voulais résoudre, qui était donc comment construire un modèle dynamique multiniveau du trafic à grande échelle qui va pouvoir supporter trois représentations, le microscopique, le mésoscopique et le macroscopique, afin de pouvoir faire une transition pas à pas et améliorer la cohérence de la simulation. Ayant présenté ce problème que je veux résoudre, maintenant, je vais faire en deux ou trois slides, je vais présenter l'état de l'art pour qu'on puisse voir comment est-ce que nous, on a voulu résoudre ce problème. Nous avons affaire au système complexe à grande échelle. Les systèmes complexes à grande échelle, ils sont composés de plusieurs entités autonomes et hétérogènes qui sont réparties sur un environnement très large. Le graphe d'interaction entre les différentes entités n'est pas trivial. Ils exhibent un comportement auto-organisé. On peut quitter du macro au méso, au micro de manière auto-organisée sans l'intervention d'un tiers. Ils exhibent une structure hiérarchique avec plusieurs niveaux de détail et avec un comportement émergent. Capturer la complexité des systèmes à grande échelle n'est pas chose aisée. Néanmoins, dans la littérature, une approche appelée les systèmes multi-agents holoniques, c'est une approche qui a été présentée qui est capable de pouvoir capturer cette nature hiérarchique des systèmes complexes à grande échelle. Pourquoi? Par la notion des holons. C'est quoi un holon? Un holon, c'est une entité qui est autonome et qui peut être un tout ou alors une part du tout. On dit qu'un holon est en même temps une entité, une organisation. Une autre façon de définir les holons, c'est de dire que les holons sont des agents qui peuvent être composés par d'autres agents ou alors des agents récursifs. Et la holarchie, ce sera la hiérarchie des holons que nous pouvons représenter ici. Une holarchie, ce sera une hiérarchie de holons qui sera structurée sur plusieurs niveaux de détail. Et la holonification, ce sera le processus qui permet de manière soit ascendante, soit descendante de pouvoir créer une holarchie. Nous faisons donc une hypothèse. L'hypothèse que nous faisons, c'est que, étant donné que les systèmes multi-agents holoniques par nature permettent de représenter un système complexe de manière hiérarchique et que le trafic est un système complexe qui a également plusieurs niveaux de détail, nous faisons donc l'hypothèse que les systèmes multi-agents est une approche appropriée pour pouvoir modéliser et simuler le trafic. C'est une hypothèse que nous faisons. À partir de cette hypothèse-là, on se dit donc que si on va essayer de modéliser le trafic avec les systèmes multi-agents, comment le faire? Il faudra donc structurer le trafic par une holarchie ou alors il faudra représenter le trafic par une holarchie. Il faudra pouvoir gérer la transition entre les différents niveaux de détail de la holarchie. Il faut pouvoir mesurer l'erreur, ce que nous faisons donc dans ce travail. Et dans ce travail, donc, nous allons donc faire une holarchie ascendante. Ça veut dire que nous allons quitter d'un niveau inférieur vers des niveaux supérieurs. Pourquoi? Parce que cela permet, comme j'ai dit, de représenter le trafic sur plusieurs perspectives et et de pouvoir représenter dynamiquement la simulation. Le principe, c'est simplement de grouper les véhicules similaires au niveau supérieur. Par exemple, dans ce schéma, là, nous aurons nos véhicules individuels. On va grouper les véhicules qui ont les caractéristiques similaires en des groupes de véhicules. Et les groupes de véhicules, nous allons également grouper les véhicules. Nous allons grouper les groupes de véhicules dans des groupes de véhicules, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ceux qui ont des caractéristiques similaires seront regroupés
en un Olon au niveau d'abstraction supérieure et cela va nous permettre de construire la Olashi de manière ascendante. Et le principe, pour pouvoir le faire, nous avons besoin d'un critère de regroupement. Et dans le cadre de ce travail, le critère de regroupement est spatial, qui est la densité. Nous allons nous focaliser sur, nous nous sommes focalisés sur la densité telle que définie dans l'algorithme TB-scan. Pourquoi la densité? Parce que sur une autoroute, les véhicules se suivent les uns les autres et ont tendance à se regrouper en convois. Les convois, c'est quoi? C'est un groupe de véhicules qui ont approximativement la même vitesse, qui se déplacent sur une même voie et dont l'interdistance entre eux est approximativement égale. Donc, ces véhicules sont similaires. On peut regrouper tous ces véhicules, par exemple, dans ce schéma, on voit que tous ces véhicules-ci ont sensiblement les mêmes caractéristiques. Dans la holachie, ils seront représentés par un véhicule qui sera appelé le super Olon quand on voudra passer au niveau d'abstraction supérieure. Et lorsque nous sommes au niveau d'abstraction supérieure, on peut avoir envie de redescendre au niveau d'abstraction inférieure pour les besoins de la simulation ou alors pour obtenir les données du trafic au niveau inférieur. Et pour cela, nous allons donc décomposer un long trafic ou alors nous allons décomposer un véhicule en plusieurs sous-véhicules. Et pour cela, nous avons besoin d'un mécanisme qui va nous permettre de pouvoir décomposer une entité en plusieurs sous-entités. Pour le faire, nous allons supposer que les sous-Olons suivent une loi normale de paramètres mu et sigma, sachant que les paramètres mu et sigma sont les paramètres du super Olon. Nous y reviendrons. Ça, c'est comment la holachie est structurée, mais maintenant, nous voulons présenter comment la dynamique est faite au niveau de la holachie pour qu'on puisse comprendre quel est le modèle que nous avons proposé. Le modèle que nous proposons, c'est un modèle à pas de temps et à événement. À pas de temps, pourquoi? Parce qu'on voit qu'on peut quitter du niveau 0. À pas de temps, parce que lorsque nous sommes au niveau 0, la simulation va s'exécuter au niveau 0, mais la simulation pourra aussi passer au niveau d'abstraction 1. Là, nous passons donc à un modèle à événement au travers de l'événement upward switch. Et quand nous sommes au niveau 1, nous pouvons revenir au niveau 0 au travers de l'événement downward switch. Ou alors nous pouvons rester au niveau 0 pendant plusieurs temps. Donc, nous avons donc trois grandes parties. Le cas où nous sommes dans le node transition, c'est-à-dire que nous simulons au niveau 0, ou alors nous simulons au niveau I, tout simplement. Transition to open level, nous quittons du niveau I vers le niveau I plus 1. Transition to lower, nous quittons du niveau I vers le niveau I moins 1. Nous présentons ces trois cas. Pour pouvoir présenter ces trois cas, nous avons besoin des Olons que nous allons utiliser dans le système. Nous avons deux types de Olons. Les Olons trafic. Les Olons trafic, c'est quoi? Les Olons trafic, ce sont les véhicules en eux-mêmes ou alors les groupes de véhicules parce qu'on a dit qu'un Olon pouvait être soit une entité atomique, soit une entité composée. Donc, les Olons trafic, ce seront donc soit les véhicules, soit les groupes de véhicules. Nous avons ajouté un nouveau type d'Olon que nous avons appelé le CUH, le Cluster Unit Olon, qui est un Olon que nous avons inséré dans le système simplement pour nous permettre pour nous faciliter le processus de la création de la holachie. De la manière suivante, dans le cas où il n'y a pas de transition, donc nous supposons que la simulation s'exécute au niveau I. I peut être 0, 1, 2, ainsi de suite. Dans le cas où il n'y a pas de transition, les Olons trafic, qui sont les véhicules du système, qu'est-ce qu'ils font? Ils perçoivent leur environnement et ils mettent à jour leur état en fonction de la perception de l'environnement qu'ils ont. Et ils peuvent s'exécuter selon un modèle de poursuite ou un modèle de changement de voie de leur choix. Tandis que le Olon Cluster Unit Olon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir suivre l'état du système pour voir si est-ce qu'il est nécessaire de générer un événement pour pouvoir transiter vers un niveau d'abstraction soit supérieur, soit inférieur,
soit en fonction, soit par... Cette transition peut être déclenchée soit par les besoins de l'utilisateur, soit par le manque de disponibilité de ressources de calcul. Lorsque, par exemple, les ressources de calcul ne sont pas disponibles ou alors par le besoin d'un utilisateur, de l'utilisateur du système, on peut donc quitter du niveau d'abstraction I vers le niveau I plus 1. Et pour le faire, la première des choses, c'est que le cluster unit Holon va envoyer l'événement upward switch aux Holon trafic pour leur dire que nous allons faire une commutation vers le niveau d'abstraction supérieur. Lorsque les Holon trafic vont recevoir cet événement, ils vont envoyer leurs états internes. Tous les Holon trafic vont envoyer leurs états internes au CEH. Le CEH va réceptionner tous les états internes des Holon trafic. À partir de ces états internes, il va pouvoir les clusteriser selon la densité. Et il va créer le cluster unit Holon au niveau I plus 1 et les Holon trafic au niveau I plus 1. Les Holon trafic du niveau I vont envoyer leurs états aux Holon trafic du niveau I plus 1. Et les Holon trafic du niveau I plus 1, à partir des états des Holon trafic au niveau, ils vont estimer leur propre état. Lorsqu'ils estiment leur propre état, les Holon trafic du niveau I vont être relâchés et la simulation va continuer au niveau I plus 1. La simulation passe donc du niveau d'abstraction I au niveau d'abstraction I plus 1 par cet ensemble de procédures. De la même manière, lorsque nous sommes au niveau d'abstraction I et nous voulons rentrer au niveau d'abstraction I-1 avec I supérieur ou égal à 1, la première chose, c'est que le cluster unit Holon va envoyer un événement aux Holon trafic pour leur dire que nous allons faire une commutation vers un niveau d'abstraction inférieur. Donc, ils vont envoyer le downward switch, l'événement downward switch que nous avons vu tout à l'heure. Étant donné que les Holon trafic, le niveau I-1 était devenu inactif, on va d'abord réveiller le niveau I-1. Après avoir réinvoqué le niveau d'abstraction I-1, les Holon trafic du niveau I vont pouvoir générer les variables caractéristiques des Holon trafic au niveau I-1 à partir d'une certaine loi normale et de certaines lois mathématiques que nous avons définies. Et les Holon trafic du niveau I-1 vont donc recevoir ces données et le niveau I plus 1, le niveau I va être relâché, la simulation va continuer au niveau I-1. Ce simple mécanisme va nous permettre de pouvoir passer du niveau I au niveau I-1, du niveau I au niveau I plus 1. Ça va nous permettre de naviguer dans la holachrée de manière ascendante et descendante pendant tous les niveaux pendant tout le temps de la simulation. Mais pour cela, nous avons également besoin de gérer la compatibilité. Comment savoir comment est-ce qu'un Holon du niveau I plus 1 peut estimer ses états à partir du Holon I. Pour cela, donc, nous allons supposer, par exemple, que les variables caractéristiques des Holon trafic sont la vitesse, la position, la voie, la longueur du véhicule, le poids, ainsi de suite. Nous avons ajouté deux variables caractéristiques supplémentaires qui sont l'écart type de la vitesse et l'écart type des interdistances. Par exemple, pour quitter du niveau d'abstraction I vers le niveau d'abstraction I plus 1, la vitesse du super Holon à partir des Holon trafic sera la moyenne de vitesse de ces sous-Holons. Là, nous voyons un ensemble de véhicules au niveau d'abstraction inférieure. La vitesse de ce Holon sera la moyenne de ceux-ci. La position de ce Holon sera la position du premier véhicule. La longueur de ce véhicule sera la somme des longueurs des véhicules, des sous-véhicules ou alors des sous-Holon trafic ainsi que les interdistances. Et la voie dans laquelle ce véhicule va rouler sera la voie dans laquelle les sous-Holon trafic circulent. Le poids de ce véhicule sera la somme des poids des différents sous-Holon trafic. Ces mécanismes vont nous permettre de pouvoir accorder à un Holon trafic supérieur de pouvoir estimer son état à partir des états de ces sous-Holons. Et maintenant, nous avons également ajouté deux variables caractéristiques, deux autres variables qui vont permettre au super Holon de pouvoir estimer quelle est l'erreur dans le processus d'approximation.
ce que nous avons appelé l'écart type de la vitesse. L'écart type de la vitesse va pouvoir mesurer les différentes vitesses de ces sous-éolons trafic, quel est l'écart type qu'il y a entre eux. Et de la même manière, nous avons également ajouté une nouvelle variable caractéristique qui est l'écart type sur les interdistances. Donc l'interdistance ici, l'interdistance ici, l'interdistance ici, l'interdistance ici. Ces deux variables nous permettent de mesurer l'erreur de l'approximation parce que l'écart type, c'est une variable qui mesure la dispersion entre un ensemble de données. Et cet écart type-là va nous permettre de mesurer est-ce que si l'approximation de plusieurs sous-éolons dans un super-éolon est acceptable ou alors si elle n'est pas acceptable. Plus l'écart type se rapproche de zéro, plus nous pourrons dire que l'approximation de plusieurs sous-éolons trafic dans un super-éolon semble acceptable. Plus l'écart type s'éloigne de zéro, plus nous pouvons dire que cette approximation n'est pas acceptable. Maintenant, de manière analogue, lorsque nous avons un éolon de manière descendante, plutôt là c'était de manière ascendante, comment est-ce qu'un éolon trafic pouvait estimer ses états à partir de plusieurs éolons trafic. Maintenant également, lorsque on a un éolon trafic, il peut également déterminer les états des différents sous-éolons trafic par le mécanisme de la loi normale. Nous avons supposé que tous les sous-éolons trafic suivent une loi normale de paramètres mu et sigma. Mu, ici, c'est l'écart type de la vitesse et la moyenne de la vitesse. À partir de ces moyennes, nous pouvons retrouver les vitesses des sous-éolons trafic au travers de l'algorithme Box-Müller. Et de la même manière, nous pouvons également retrouver les positions des sous-éolons trafic au travers également de l'algorithme Box-Müller. Nous pouvons également déterminer la voie dans laquelle roulent les sous-éolons trafic à partir de la voie dans laquelle roule le super-éolon trafic. Ce mécanisme nous a permis de pouvoir structurer la hiérarchie, de pouvoir voir comment est-ce qu'on quitte d'un niveau d'abstraction supérieur au niveau d'abstraction inférieur, ainsi de suite. Et ça nous a permis maintenant de pouvoir gérer la compatibilité entre eux. Maintenant, ce que nous pouvons savoir, c'est que lorsque nous faisons appel aux différents niveaux d'abstraction supérieure, nous perdons en précision. Et il est utile de pouvoir mesurer quelle est la quantité de précision que nous avons perdue. Pour cela, nous avons pris un scénario, un simple cas de figure avec deux scénarios, où nous avons le scénario 1, c'est une exécution totalement microscopique, parce que le modèle microscopique est le modèle le plus précis. Et le scénario 2, c'est un modèle où nous avons le niveau d'abstraction 0 et le niveau d'abstraction 1. Donc ici, de A à D, c'est en micro. Au scénario 2, de A à B, c'est micro. De B à C, c'est niveau 1. Et de C à D, c'est niveau 0. L'idée, c'est de pouvoir mesurer au niveau D, pour le scénario 1 et le scénario 2, quelle est la perte de précision entre le scénario 1 et le scénario 2 et quel est le gain de computationnel entre le scénario 1 et le scénario 2. Sachant que les points B et D ne sont pas statiques, mais ce sont des points qui sont déterminés de manière dynamique par des seuils. Ce que nous pouvons voir, c'est que dans le cas de figure de scénario 1 et scénario 2, c'est que nous avons obtenu une perte de précision de 5,7% de la distance parcourue de perte entre le scénario 2 et le scénario 1. La courbe en bleu, c'est la distance parcourue. La courbe, le diagramme en orange, les barres en orange représentent la perte de précision du scénario 2 par rapport au scénario 1. Et la perte maximale est de 5,87%. Nous voyons donc que plus nous augmentons, nous voyons donc que le fait de passer au niveau d'abstraction supérieur nous a permis de perdre en précision. Mais ça nous a également permis de pouvoir gagner en coût computationnel parce que le diagramme en bleu représente le coût computationnel total du scénario 1 et la courbe en orange représente le gain computationnel. Nous avons une perte de précision de 5% et un gain computationnel de 22,87%. Nous avons perdu en précision, mais nous avons gagné en ressources de calcul, ce qui permet de gérer le compromis entre la précision de la simulation et la disponibilité de ressources de calcul.
Nous avons également fait une simulation avec 3 niveaux d'abstraction où au niveau C, il y a le niveau d'abstraction 2 a été impliqué et nous avons comparé les résultats au niveau D, au point D. La perte de précision est passée de 5% à 12% de la distance parcourue et le coût computationnel est passé de 22% à 39%. On se rend donc compte que plus les niveaux d'abstraction supérieurs sont impliqués, plus la perte de précision s'augmente et plus également le coût computationnel augmente. Mais également, nous nous sommes rendus compte que lorsque nous impliquons le niveau d'abstraction 4, le coût computationnel devient encore plus grand, mais la perte de précision dépasse les 30%, 40%, ce qui n'est pas acceptable. Donc, dans la simulation et dans les résultats que nous avons effectués, nous nous sommes rendus compte que le niveau d'abstraction maximal qu'il est susceptible d'invoquer, c'est le niveau 2, donc le niveau 0, le niveau 1 et le niveau 2. Et nous avons effectué également ces résultats avec plusieurs véhicules, avec plusieurs tests que nous avons effectués avec une perte de précision de 10% maximum. Mais avec une perte de précision maximale de 10% et le gain computationnel, on peut voir que le gain computationnel entre le scénario 1 et le scénario 2, nous voyons bien que le scénario 2 a un gain computationnel très très bas par rapport au scénario 1. Donc, en conclusion, ce que je peux dire, c'est que ce travail permet de modéliser le trafic de manière dynamique et modéliser le trafic de manière dynamique a pour but de pouvoir manager le compromis entre la précision de la simulation et la disponibilité des ressources de calcul. Ça a également pour but de pouvoir comprendre la relation qui existe entre les niveaux d'abstraction inférieurs et les niveaux d'abstraction supérieurs. Et dans le cadre de ce travail, nous avons utilisé les systèmes multi-agents qui nous ont permis, holoniques, qui nous ont permis de modéliser de manière hiérarchique le système trafic par une holonification ascendante et une holonification descendante. Les limites de ce travail, c'est que les données ont été générées et également, puisque nous avons utilisé un seuil pour le CPU pour pouvoir, parce que dans le schéma, si vous voyez bien le scénario 1 et le scénario 2, c'est un seuil que nous avons mis en évidence qui permettait le basculement à un niveau d'abstraction supérieur. Et il était donc question de pouvoir déterminer quel était le seuil de pourcentage de CPU qui est le plus approprié. Nous n'avons pas calibré pour avoir ce seuil. Donc, c'est une limite de ce travail. Et également, ce travail est dynamique sur le point du passage d'un niveau d'abstraction à un autre, mais à notre point de vue, il est statique sur le point parce que le mot dynamique n'est pas un mot qui est pas universel, mais qui est complexe. C'est-à-dire, on ne peut pas trouver un système qui est dynamique sur tous les points de vue. La dynamicité n'est que fonction d'un point de vue. Dans ce travail, le modèle est dynamique sur le point de passage d'un niveau d'abstraction à un autre, mais il est statique parce que nous avons fixé un seuil au CPU qui va permettre la transition d'un niveau d'abstraction supérieur. Merci pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été très long. Merci. Merci. Donc là, je vais, si tu veux, je vais activer plutôt la caméra, comme ça on commence la discussion. D'accord, moi aussi je vais activer la mienne. J'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai essayé d'aller un peu plus rapidement. Ah, t'inquiète. Bon, donc moi d'abord, j'aurais des questions. C'est juste deux remarques. C'est juste une remarque et une question. En fait, je vais passer assez vite. La première, je commence de la fin. C'est plutôt sur les résultats. Je l'ai raté, mais si je veux savoir si en fait les données ils sont des données réelles, s'ils viennent d'où, et surtout l'ordre de grandeur des données que tu as.
Parce que quand tu as focalisé beaucoup, tu as fait 2 ou 3 diapos sur les coûts computationnels qui, en tout cas, il est assez bas parce que c'est l'ordre de millisecondes. Je m'attends que soit, disons, l'ensemble des données, le dataset que tu utilises est petit, soit ton système il est super bien, même avec un dataset qui est bien consistante, donc qui a une quantité significative de données, hein. Euh, donc, je voulais plus d'informations sur les données, parce que du coup, même sur le cas de trafic, c'est beaucoup important de focaliser, par exemple, même sur les simulations, hein. Il y a par exemple, ici, il y a Nicolas aussi qui travaille aussi sur ce domaine. L'utilisation de données réelles qui viennent des contextes urbains, c'est très important dans ces cas. Et, et par contre, l'utilisation des données synthétiques, par contre, parfois c'est nécessaire parce qu'il n'y en a pas trop, mais par contre, synthétique, on paye en termes de précision de données, disons, on perd, disons, on a une perte de réalisme, en tout cas, qu'on n'a pas, disons, dans les données réelles, hein, disons, comme ça. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est pas une question, c'est un point très intéressant, hein. C'est sur l'aspect des multi-agents, parce que tu utilises finalement des multi-agents en Lonic. Ok, très bien. Moi, j'ai passé, je l'ai vu déjà parce qu'il y a mon encadrant qui l'utilisait, hein, il l'utilise encore, hein. Mais là, c'est très intéressant parce que tu dis que tu utilises les multi-agents loniques pour résoudre, pour modéliser des problèmes complexes. Donc, dans ton cas, c'est une expérimentation, une simulation dans les cas du trafic urbain, hein. Et, euh, et ça, c'est très intéressant parce que nous, dans l'équipe, on utilise une approche AMAS où on se base sur la coopération entre les agents pour résoudre des problèmes complexes. On a aussi une méthode qui nous permet de décider si effectivement les amas ils sont pertinents pour résoudre un certain problème complexe. Mais finalement, c'est une discussion récente qui j'ai eue avec Frédéric Mijon. On a plus ou moins une organisation qui est plat finalement avec les amas. Alors que toi, tu as une organisation qui est naturellement hiérarchique avec les zones. Donc, ça c'est intéressant de se comparer à, disons, un niveau générique avec les deux approches, hein. Euh, et donc, et la dernière remarque, et là je vais m'en finir, c'est plutôt sur les autres méthodes qui permettent de faire ce que tu fais, s'il y en a, quelle méthode on a et pourquoi en fait tu as choisi les multi-agents et quelles propriétés ils vont rendre les problèmes pertinents au mieux, pour quelles propriétés ils font les multi-agents pertinents pour ton problème. Là, je me casse. Ok, d'accord. Concernant les données, premièrement, les données ont été générées. En fait, vu que nous utilisons le modèle de poursuite Intelligent Driver Model, c'est un modèle qui permet de représenter le déplacement longitudinal des véhicules. Et avec ce modèle, les données sont importantes, les données réelles sont importantes, mais elles ne sont pas un sine qua non. Comme par exemple, parce que dans la modélisation du trafic, il y a deux grandes familles. Il y a les modèles dynamiques, ou alors ce qu'on appelle les modèles dynamiques, où les données, où on utilise des modèles mathématiques pour pouvoir représenter le trafic. Et il y a une autre famille de travail qu'on appelle souvent les data-driven models,
où les données ont vraiment un impact fondamental. Les données, on n'utilise plus des modèles mathématiques, mais c'est plutôt à partir des données du trafic qu'on permet de reconstituer le trafic et on peut voir, par exemple, par des modèles de machine learning, etc. Dans notre cas de travail, nous, on travaille sur les dynamic models, sur les modèles mathématiques du trafic. Et avec le modèle Intelligent Driver Model, c'est lorsque tu as les données à l'instant t égale à 0, en utilisant IDM, ça peut te permettre de retrouver les caractéristiques du trafic au cours du temps. Donc, les données que nous avons travaillées, ce sont des données que nous avons générées au travers d'une personne qui a des simulateurs, nous a généré des données et nous les avons utilisées pour la simulation juste à l'instant t égale à 0. Concernant la deuxième question, peut-être que tu pourras revenir s'il y a encore d'autres questions. Concernant la deuxième question sur l'approche holonique, pourquoi nous avons utilisé les holons? La modélisation dynamique du trafic est un problème assez complexe. Pourquoi? Parce que quand on voit par exemple le modèle macroscopique en général, c'est la densité, c'est la vitesse moyenne, c'est le flux. Et par exemple, le modèle microscopique, c'est la vitesse instantanée, c'est la longueur de la voiture, c'est la position, ainsi de suite. Donc, les variables qui représentent le macro et le micro n'ont pas la même échelle temporelle, n'ont même pas la même échelle spatiale. Pouvoir quitter des modèles qui n'ont pas les mêmes échelles spatiales et temporelles, pouvoir les lier dans un seul modèle, ce n'est pas facile. Okay. D'autres travaux le font de manière mathématique avec la discrétisation, mais l'inconvénient de ces travaux, c'est que, par exemple, quand quelqu'un utilise le modèle, par exemple, le modèle LWR macroscopique, le modèle IDM, lorsque tu changes, ce modèle ne peut même pas être réutilisé. Donc, nous avons pensé à utiliser les systèmes multi-agents holoniques. Pourquoi? Parce que déjà, dans notre équipe, il y avait quelqu'un qui avait travaillé, qui avait utilisé les systèmes multi-agents holoniques pour modéliser les piétons de manière hiérarchique. Et également, cette approche a cet avantage que ça permet de pouvoir représenter plusieurs niveaux d'abstraction. Et nous voulions également représenter le micro, le méso et le macro. Et les systèmes multi-agents holoniques étaient vraiment appropriés. Et les systèmes multi-agents holoniques nous ont donc permis de pouvoir effectuer ce travail, même comme il y a aussi quelques limites des systèmes multi-agents holoniques. Il y a aussi des limites parce que les limites, c'est que la structure même du holon, quand on passe d'un niveau d'abstraction inférieur à un niveau d'abstraction supérieur, il y a toujours des pertes. Il y a l'autonomie de holon. Est-ce que, par exemple, sur le chemin, quand les véhicules sont sur la même ligne, OK. Mais par exemple, au niveau des carrefours, il faut faire des désagrégations, il faut pouvoir agréger. Donc, c'est pas aussi trivial, même avec les systèmes multi-agents holoniques. Surtout au niveau des carrefours, parce que les carrefours posent vraiment un gros problème. Ok. Si tu vois, je vais juste peut-être un instant, oups. Je vais juste, par exemple, déjà. Voilà. Là, lorsqu'on a si ici c'est un carrefour et que les véhicules ne vont pas dans la même direction, on est face à un problème. J'avais noté la question justement à ce propos-là. Comment ça se passe lorsqu'il y a un carrefour et qu'il y a un holon où les individus dans le holon n'ont pas la même destination? Ouais, justement. Donc, c'est justement ça les difficultés des systèmes multi-agents holoniques parce que là, lorsque les véhicules lorsqu'ils ont tous une même destination, il n'y a pas de souci. Bon, pas qu'il n'y a pas de souci, c'est plus facilement gérable, mais lorsque les véhicules n'ont pas la même destination, on est obligé de forcer une désagrégation au carrefour.
Ok, donc merci. Après, donc il y a Nicolas qui a levé la main. Donc, je lui donne la parole. Ah, merci. Il y a Fred qui a posé plein de questions, mais il n'a pas levé la main, alors il n'a pas la parole. Ouais, mais Après, les jeux. Déjà, merci beaucoup pour ta présentation. Je trouvais que c'était assez clair, puis on voit que tu as dû la faire plusieurs fois. C'était assez fluide. Ah, je l'ai fait ce matin. Yes. Voilà. C'était très bien. Et je me posais une question déjà Ouais. sur le choix des résultats quand tu as présenté la distance comme métrique de précision. J'ai pas forcément trouvé ça trivial parce que je me suis demandé du coup en quoi les fonctions d'agrégation des agrégations allaient influencer la distance. Alors là, tu viens d'expliquer un petit peu justement au niveau des carrefours justement et au niveau des transitions entre les modèles. Peut-être que quand j'ai mes 10 voitures qui sont agrégées dans le même long, quand je vais les faire changer de modèle et les découper, ça fait que j'ai des pertes d'informations au niveau de la distance. Mais est-ce que tu peux me réexpliquer un petit peu pourquoi ce choix de métrique? En fait, à l'origine, nous avions choisi deux métriques, la distance parcourue et le temps de la simulation, le temps parcouru. C'était les deux que nous avions choisis dans un travail un peu plus élaboré. Ce n'est pas juste la distance, c'est la distance et le temps. Parce que, en fait, l'idée, c'était de comparer les résultats. Alors, comme je dis, voilà. L'idée, c'était de comparer donc le scénario 1, par exemple, au scénario 2, ici. Là, il y en a un ensemble de véhicules qui vont de A à D. De A à D, ils auront parcouru une certaine distance. De A à D, ils auront parcouru un certain temps. Donc, les métriques que nous avions pensé les plus utiles, c'était la distance parcourue et le temps mis pour arriver de A à D. Mais dans les deux scénarios, la distance de A à D sera identique. Oui. Non. La distance de A à D n'est pas identique entre les deux. Alors, c'est ça que je ne comprends pas, du coup. Ça veut dire que soit le réseau n'est pas le même, soit les origines-destinations des véhicules ne sont pas les mêmes. Non, on fixe de A, pour que j'explique bien, pour aller de A à D, d'accord, on fixe le temps. C'est à partir du temps qu'on permet de prouver. C'est pour ça que je dis qu'il y a deux métriques. Quand on fixe le temps, d'accord, par exemple 20 secondes, on mesure le temps, la distance de A à D, et on mesure la distance de A à D. Tu vois ce que je dis? Non, mais ça vient peut-être de moi. non, ça vient pas de toi, je comprends pas non plus. Je comprends que le temps soit différent entre les deux, par contre que la distance parcourue entre les deux scénarios, alors que la seule différence, c'est une fonction d'agrégation qui fait que pendant un moment, mes 10 véhicules vont être qu'un seul véhicule. Pourtant, ils vont parcourir la même distance, ils vont parcourir le même chemin sur la route. Oui. Bon, je reprends. Alors, de là, nous avons de A à D, d'accord? Et ça, c'est une échelle de temps ou c'est une échelle de... Les deux. Là, vous voyez, il y a temps. Il y a une échelle temporelle et il y a une échelle spatiale. Peut-être c'est moi qui explique mal. Alors, je me répète. S'il y a deux dimensions, alors tu auras quelque chose dans un plan, tu n'as pas une ligne. Pardon? Ou je me trompe? Non, ça Donc, c'est... Là, c'est de ce que je vois, c'est quelque chose qui est représenté en fonction du temps, et juste du temps. Donc AT égale D, on regarde le nombre de véhicules, la distance qu'ils ont parcouru, en fait, c'est ça? Voilà. AT égale à T. Je prends par exemple T égale à 10 secondes. D'accord? En 10 secondes, je regarde la distance que la voiture a parcouru. Les voitures qui sont quittées de A ont parcouru et les voitures qui sont quittées du scénario 2 ont parcouru. Et de la même manière, on a également fixé le temps. De manière inverse, on a plutôt fait de A à D et on a vu le temps qu'ils ont parcouru et
on a pris du scénario 1 et du scénario 2. En fait, c'est deux métriques. Je n'ai pas tout présenté, en fait, par faute de temps. C'est-à-dire que de l'une, on a fixé le temps, de l'autre, on a fixé la distance. D'accord, donc si je comprends bien, c'est qu'à chaque instant A, B, C, D, tu regardes la distance parcourue par les véhicules. Je regarde juste à l'instant D. Juste à l'instant D, ok. Et c'est pour ça qu'il y a une différence, du coup, c'est parce que les véhicules n'allant pas à la même vitesse, on a une perte de distance parcourue. Ce que je comprenais, moi, c'était que D, c'était une destination. Et donc, je ne comprenais pas qu'en faisant la même chemin, aller de A à B en termes de destination, il y avait un temps de trajet une distance de trajet qui était différente. Mais D n'est pas une destination, c'est un point dans le temps. Tu regardes juste la vitesse parcourue par les véhicules. D n'est pas dans cette, puisqu'il y a deux métriques, c'est parce qu'il y a deux métriques. Lorsque D n'est pas une destination, d'accord, là, on va mesurer, parce que première chose, D n'est pas une destination. Deuxième chose, D est un temps fixé. C'est-à-dire, on fixe le temps, on mesure la distance parcourue, et l'autre, on fixe la distance parcourue, on mesure le temps. Merci, là j'ai compris. Pardon? Là j'ai compris, c'est bon. Mais je n'ai pas présenté les deux, je n'ai pas tout présenté par faute de temps en fait. Oui. Je continue dans mes questions du coup. Attends. Si tu t'embêtes pas de rester sur ce diagramme et cette question, du coup, à comparer les deux, tu compares les écarts d'un modèle par rapport à l'autre, c'est ça? Oui, parce que le scénario 1, c'est le microscopique. On suppose que le modèle microscopique, c'est le modèle le plus précis. D'accord? Ça, c'est le modèle microscopique classique. Les véhicules sont simulés. Oui, mais puisque c'est celui qui consomme le plus de temps, tu pourrais considérer qu'il n'est pas forcément le plus précis, puisque c'est celui qui va peut-être te biaiser plus la distance par rapport au... Je vois pas pourquoi, en fait, l'un est le micro ou le macro serait plus référence l'un que l'autre. Ça me semble plus tenir au modèle que à son niveau sur le tronçon, là, parce que c'est sur un tronçon de route que ça a été fait, c'est ça? En fait, c'est pas un tronçon de route, c'est pas une route classique, c'est pas une route en fait. C'est l'exécution de la simulation, ceci. Oui, mais... C'est le schéma de l'exécution de la simulation. Ça n'a pas été fait sur un seul tronçon, tu avais des carrefours, des choses comme ça? Non, ça c'est une autoroute. Donc c'est un tronçon d'autoroute. Ouais. Mais ce schéma-ci, ce n'est pas une route, c'est l'exécution de la simulation. Mais que tu mesures une différence entre les deux, entre le microscopique ou la simulation à deux niveaux, je l'entends bien. Mais je n'ai pas compris pourquoi le microscopique devait être considéré comme la référence. Ok. Généralement, en simulation de trafic, le modèle le plus précis, c'est le modèle microscopique. Ok. Et pourquoi il est précis? Parce que les véhicules sont considérés de manière individuelle. C'est classique. Il est le modèle le plus précis en général. Il est plus précis que le mésoscopique, il est plus précis que le macroscopique. Et le fait d'impliquer les niveaux supérieurs comme le mésoscopique et le macroscopique, en général, ça devient moins précis que le modèle microscopique. Pourquoi? Parce qu'on fait des agrégations, on fait des suppositions, on fait une simulation qui devient de moins en moins précise. Et du coup, il devient donc intéressant de pouvoir mesurer cette perte par rapport à la simulation microscopique qui est, entre guillemets, qui est toujours une simulation, qui n'est pas la réalité, ce qui est sûr, mais qui est par référence, alors, en général, qui est considérée comme la simulation la plus précise. Donc, le microscopique est la référence en termes de précision et le macroscopique était la référence en termes de fluidité ou de dimension ou de temps d'exécution? Le macroscopique est le moins coûteux en temps d'exécution. Et, donc probablement le plus fluide aussi en termes de...
de simulation, mais ce n'était pas un critère que tu regardais. Et du coup, vous n'avez pas regardé par rapport au macroscopique euh, ce que ça donnait pour avoir une borne sur l'autre point de vue. Justement, c'est l'une des limites du travail que nous avons fait parce que nous n'avons pas pu calibrer, parce qu'il fallait, normalement, on devrait calibrer pour pouvoir, parce que nous avons essayé plusieurs niveaux d'abstraction, 1, 2, 3. À partir du niveau 3, ça commençait à avoir des résultats qui n'étaient plus très bons. À partir du niveau 3, 4 en montant. 1, 2, c'était encore acceptable, mais plus on montait, plus les résultats devenaient vraiment pas très bons en termes de précision de la simulation. Mais en termes de gains computationnels, ça devenait de plus en plus très, très, très bon. Mais l'idée, donc, c'était de pouvoir, jusqu'à quel point il fallait donc déterminer un seuil, jusqu'à quel point, comme point limite ou alors comme une borne en disant que dès qu'on franchit cette borne, ce n'est plus très bon. Et dès qu'on descend dans cette borne, c'est acceptable. Et ça, on ne l'a pas fait. On n'a pas pu trouver ce seuil. Ok, merci. J'imagine que du coup, le niveau le plus élevé, c'est le niveau où il n'y a plus qu'un seul holon qui est une agrégation de tous les holons. Oui, c'est ça. C'est ça le niveau le plus élevé. Ce qui serait équivalent à un simple modèle, le véhicule rentre, ça calcule le temps de trajet, quoi. Oui, qui serait équivalent à un seul véhicule qui roule sur une route et qui aurait agrégé tous ces enfants. Et du coup, avec la discussion avec Fred, j'ai compris que ce que tu essayais d'exprimer, en fait, c'était simplement le graphique temps-distance classique de l'analyse de trafic, quoi. Ouais. À un point donné du parcours, je regarde la distance qui est parcourue par les véhicules, ce qui me permet de comparer l'évolution des vitesses entre deux dynamiques de route. C'est ça. Qui sont ici les deux modèles de trafic. Il y a une phrase que tu as dit, c'est pas une question, c'est une remarque parce que je l'ai beaucoup aimé. Tu as dit que la dynamicité était une fonction de point de vue. C'est bien de le rappeler parce que c'est pas souvent dit dans les papiers, ça. En fait, c'est ce que je me suis rendu compte à la fin de ce travail, c'était que la dynamicité était effectivement une fonction de point de vue. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de dynamicité dans l'absolu comme ceci. Parce que là, autant je peux justifier, autant la dynamique est dynamique, autant le modèle est dynamique parce qu'on peut passer d'un niveau d'abstraction inférieur, supérieur, ainsi de suite. Mais autant j'ai fixé un seuil. Et le fait d'avoir fixé un seuil, ça rend aussi le modèle statique dans un certain autre point de vue. Après, c'est quelque chose qui est assez facilement acceptable quand on est informaticien, parce que c'est nous qui avons la charge d'implémenter les modèles et on sait qu'implémenter, c'est choisir et donc renoncer. Je ne sais pas comment des experts en trafic qui ont l'habitude de leur modèle 4 étapes accepteraient cette idée que l'analyse qu'ils font dépend des idées qu'ils veulent en extraire, du coup. Oui, c'est ça. Parce que là, par exemple, pour qu'il y ait une transition du niveau A, tu vois, au niveau B, pour qu'il y ait une transition au niveau B, il a fallu qu'il y ait une charge du processeur qui a généré ce déclenchement. Sinon, on ne pourrait pas. Ouais. Mais ça aurait pu être aussi une action utilisateur qui dit à ce moment-là, je veux changer de modèle. Oui, mais s'il y a une action d'utilisateur, bon, ça c'est classique, c'est trivial. Ce qu'on voulait dans ce travail, c'était que le système en lui-même puisse basculer d'un niveau d'abstraction à un autre. Et pour pouvoir déclencher ça, ce qu'on a pu trouver, c'était la charge du processeur. Donc, sur ce point de vue, et cette charge-là, elle est fixe, c'est-à-dire que ce n'est pas le système à lui-même, ce n'est pas la simulation elle-même qui va réfléchir que, tiens, 60% aujourd'hui, demain 70%, après-demain 80%, ainsi de suite. Donc, c'est un nombre qu'on a fixé en fonction des... On a testé plusieurs nombres, mais on n'a pas trouvé un seuil. Donc... Et une dernière question pour moi. Du coup, là, tout le travail est basé autour de la notion de densité, parce que derrière, on retrouve les notions de capacité des routes et que derrière, on peut en extraire les vitesses. Et donc, on comprend assez bien comment tu arrives à agréger et à désagréger, parce qu'au final, une densité, je peux la réduire pour avoir les comportements individuels. Mais qu'est-ce que tu ressentirais comme difficulté à réimplémenter ton modèle en ayant aussi
des propriétés individuelles qui ne soient pas des fonctions de densité, mais qui soient par exemple des origines-destinations qu'il faudrait agréger et désagréger. Est-ce que tu penses que ce serait possible ou que ça vaut même pas la peine d'essayer à cause du fait que les fonctions de transition sont vraiment complexes et qu'on ne pourra pas désagréger? Euh, du coup, Si mes individus ils avaient je sais pas, des âges, des types de véhicules ou des origines, des destinations, que la fonction individuelle soit un peu plus riche que simplement une fonction de vitesse. J'ai l'impression que tu lui demandes, c'est tu as un nuage de points, tu en fais une régression linéaire, et puis ensuite tu refais le nuage de points à partir de ça. C'est plus que là, du coup, la fonction de transition entre les deux niveaux, elle parle de la même notion, elle parle de la vitesse, Ouais. qui est après estimée avec la densité, qui dit, voilà, je veux dire, c'est au lieu de regarder individuellement mes véhicules, au niveau 1, ça va être un groupe de véhicules, mais il va quand même aussi avoir une vitesse. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de faire des olons avec des propriétés qui sont pas forcément continues, pas forcément des vitesses, mais qui peuvent être, par exemple, j'ai un groupe d'individus sur cette portion de route-là, il est en train de faire la portion de route ensemble, mais à la sortie de la route, au carrefour, ils vont avoir des origines-destinations différentes. c'est justement ce qu'on disait en fait. C'est ça. Ça, c'est une limite de ce travail. Bon, pas une limite, mais parce que il y a d'autres personnes nous avons déjà commencé à travailler, à améliorer ce travail. Parce que l'idée, c'était que justement au Carrefour, euh, là, nous nous sommes focalisés pour regrouper les véhicules simplement par la densité. Mais au Carrefour, euh, ils sont désagrégés dans une zone urbaine, parce que là, on l'a fait sur la zone autoroute, mais quelqu'un est en train de travailler pour désagréger les véhicules au niveau d'un carrefour afin de pouvoir permettre de gérer les matrices origine-destination. Mais du coup, ça veut dire que quand ils sont au niveau du haut long, il faut quand même garder l'information individuelle des destinations des véhicules. Oui, par exemple, oui. Et je pense que il y a une forme de matrice creuse pour pouvoir donner au super Hollande une forme de matrice creuse qui va lui donner les différentes destinations de tous ses enfants. Lorsque, par exemple, lorsque, je pense que lorsque il y a une ligne qui a entièrement les uns, ça veut dire que tous les véhicules ont les mêmes caractéristiques, donc on n'a pas besoin de désagréger. Mais je ne sais pas trop, mais je sais qu'il y a une forme de matrice creuse pour pouvoir représenter ça. Et du coup, ça pose la question à quel point on va gagner en abstraction, parce que si mon niveau 1 équivaut à stocker toute l'information que j'avais au niveau 0, quel est l'intérêt du coup de faire des holons? Non, mais au niveau 1, c'est juste une matrice creuse ne stocke pas toute l'information. Il y a des mécanismes qui permettent de pouvoir encapsuler ou alors réduire les matrices creuses. Parce qu'avec les matrices origine-destination, si tu as, je ne sais pas moi, 100 destinations, faire un super long qui représente toute cette destination au travers d'une matrice creuse, ça te permet de pouvoir réduire un certain nombre de choses. C'est un peu comme dans le machine learning, on travaille souvent avec des choses comme le one-hot encoding, qui te permet d'avoir un ensemble d'informations, mais de manière réduite. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Il y a d'autres questions? Fred, tu avais écrit quelque chose sur le chat? Oui. Tout à l'heure, quand tu as expliqué comment tu passais d'un niveau à l'autre sur ton tronçon de route là avec le super véhicule dessus et les... Ouais, celui-là, là. Tu as dit un truc du style que c'était la moyenne des véhicules, en fait. En Que la vitesse était celle était la moyenne des véhicules de... Ah ouais.
Ça, c'est ici plutôt. Au 31, je crois. C'est ça peut-être. Et j'ai pas compris ça, en fait. Je comprends pas. Ça me semble pas physique, en fait. Du coup, parce qu'en fait, ben, tous les véhicules qui sont au lower level, qui sont entre le premier et le dernier, ben, ils sont forcément, ils roulent forcément à la vitesse moyenne du premier et du dernier. J'ai pas compris. Euh, j'ai pas compris pourquoi tu avais parlé de cette façon de calculer la vitesse moyenne du véhicule upper level en fonction des vitesses des véhicules du lower level, alors que en termes de physique, euh, tous ceux qui sont entre le premier et le dernier véhicule, ils ont la même vitesse que la moyenne du premier et du dernier. Sauf si tu es sur du multiligne, si tu as plusieurs routes. Ah, c'est le dessin qui m'a introduit d'erreur. Ok. Ok. C'est vrai que sur une ligne, s'ils sont tous en train de se suivre, ils sont censés être à la même vitesse que le premier. Le Tous premier sont, ou tous le sont à dernier, quoi. Ils sont bloqués entre les deux, quoi. Oui, mais au-delà de ça, nous avons choisi, on ne se limite pas simplement à la vitesse, d'accord? Parce que là, on fait la vitesse moyenne. Mais ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est qu'on prend ce super Hollande a également il a également l'écart type des différentes distances aussi. Et cet écart type de différentes vitesses, autant pour moi, permet de mesurer quelle est la dispersion des différentes vitesses. C'est-à-dire que si celui-ci était ici, d'accord, on voit qu'il y aurait un très grand espace vide ici. Et cet écart type-là peut donc permettre de voir s'il est acceptable ou pas. Parce que l'idée c'était que on ne veut pas on ne veut pas faire représenter plusieurs véhicules lorsqu'ils ne sont pas suffisamment compactés, parce qu'on s'est rendu compte que Mm. plus le nombre de véhicules est élevé, plus euh, euh, le convoi est stable par rapport à lorsque le nombre de véhicules n'est pas très élevé, peut-être 5 ou 6, avec une très grande distance, le convoi n'est pas stable. Donc, il peut facilement se désagréger dans la réalité. Donc, on voulait pouvoir comme ça mesurer avec cet écart type-là. On voulait que lorsque l'écart type est très proche de zéro, on sait que le convoi est stable et que ça va permettre de pouvoir réduire les incohérences. Donc, il ne s'agissait pas de prendre des vitesses moyennes n'importe comment, mais il s'agissait de se rassurer que ces vitesses moyennes-là, l'écart type de ces vitesses moyennes-là tend vers zéro et l'écart type aussi des interdistances entre les véhicules tend également vers zéro pour pouvoir le représenter par un super Hollande. Et ça, nous nous sommes basés sur l'algorithme DBSCAN, une extension de l'algorithme DBSCAN. Mais bon, je n'ai pas présenté ça ici. Et tu as dit... ouais, je vais les prendre dans l'ordre, mes questions, c'est pas bien grave. Tu as dit que dans tes perspectives, le fait que les données aient été générées, c'était une limite pour toi. J'ai pas compris en fait pourquoi ça représentait une limite à part. Parce que j'arrive pas à saisir quelle est la conséquence à avoir des données plus réelles, entre guillemets. À la limite, en fait, à l'origine, c'était qu'on aurait voulu appliquer ce travail sur Yaoundé au Cameroun, Mhm. mais on n'avait pas de données. Ah. On a voulu trouver de tous les moyens possibles pour pouvoir avoir les données, tout au moins euh, une certaine tranche de données, mais on n'a pas pu les avoir. Donc, Ouais. Mais ça invalide pas. non, ça Ah. invalide pas le travail, mais c'est toujours bien, les pure transportation préfèrent toujours quand Ouais, on a ouais, fait ouais, une ouais. simulation avec des données réelles que lorsque les données sont générées. Ouais. Et ça, J'ai peur des biais. c'est des remarques que nous avons également eues parmi certains reviewers.
Notamment peut-être sur des phénomènes de congestion où tu as les vagues de compression-décompression qui seront peut-être un peu absorbées par la fonction de densité du coup. Parce que là, dans ces phénomènes-là, le véhicule de tête et le véhicule de queue n'ont absolument pas la même vitesse parce qu'il faut le temps que le sinon, ça bouchon marche se pas. déforme. Oui, justement. Mais ça, il y a une chose est certaine, c'est que lorsqu'on fait appel au niveau d'abstraction supérieure, on aura des pertes. Ça, c'est pas tous les modèles multiniveaux ont toujours des pertes. Parce que, par exemple, les modèles mathématiques, quand on va faire la désagrégation, forcément, on quitte de quelque chose qui est continu à quelque chose qui est discret. Il y a toujours des mécanismes de perte. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir minimiser ces pertes. C'est ça l'enjeu. De telle manière que lorsqu'on quitte d'un niveau d'abstraction supérieur à un niveau d'abstraction inférieur, ou alors l'inverse, qu'on puisse avoir les pertes les plus minimales possibles. C'est tout l'enjeu, en fait. Ou au moins d'être capable de les évaluer. Ouais, ou au moins être capable de les évaluer, de pouvoir mesurer l'erreur qu'on a fait en faisant cette transition. Est-ce que vous avez fait des expérimentations en mélangeant les niveaux de simulation ou de représentation selon des tronçons différents, par exemple, avoir en même temps un tronçon au niveau 0, un tronçon au niveau 1, ça bascule. Je suis pas clair? Oui, oui, non, non, tu es très, très, très bien clair, très, très bien clair, très, très bien clair. Mais là, nous avons, bon, peut-être je n'ai pas montré le truc, mais en général, c'est à peu près la même chose parce que même si tout le tronçon, même si on a un seul tronçon, d'accord, même si on a un même tronçon et que certaines parties sont au niveau 0, certaines parties sont au niveau 1, a priori, je dis a priori, ça reviendrait, je dis bien a priori, ça reviendrait à avoir deux tronçons différents, où l'un est au niveau 0, l'autre au niveau 1. Et ça, c'est même tout l'intérêt des systèmes multi-agents holoniques, parce que l'intérêt même des systèmes multi-agents holoniques, c'est de pouvoir avoir cette simulation, certains au niveau 0, d'autres au niveau 1, et ainsi de suite. Oui, mais... Donc, nous avons testé... Oui, non, non, je n'ai pas fini. Pardon. Donc, et là également, nous avons testé avec des... Mais toujours sur des autoroutes, parce que comme nous ne voulions pas trop manager les carrefours, bien que les travaux sont en cours, je pense qu'on va publier un autre travail par rapport à ça bientôt. Mais en ce moment-là, comme nous ne voulions pas trop manager les carrefours, nous sommes encore limités au niveau des autoroutes. Donc, et de pouvoir gérer des autoroutes différentes avec les différents niveaux d'abstraction sans pour autant créer sans pour autant manager le contact au niveau du carrefour. J'en avais une petite dernière, mais si d'autres ont des questions, je m'efface, il n'y a pas de problème. Non, non, Vas-y, Jeff. Moi, c'était juste une question sur la quantité de données utilisées. Je ne me sens pas que tu as précisé pour savoir à quel point est capable de digérer beaucoup, beaucoup de trafic ou si c'était sur des données relativement faibles. On a fait 30, 40, 50, 100, 200, 1000, 2000, 5000, 6000, 12 000. Je pense qu'on s'est arrêté à 20 000, je crois, 20 000 oranges, je pense, au total. Dans les travaux, je peux regarder parce que j'ai pas tout affiché, mais je pense qu'on était dans l'ordre de... T'es dans l'ordre de combien dans les dernières simulations?
Là, je ne retrouve pas, mais je pense que Non, sinon c'est pas. ici, dans ce graphique, je mets là, c'est 6 000, 5 000, mais on est allé plus loin que 5 000. Je pense qu'on s'était arrêté à 20 000, je crois bien, si je me trompe Et- pas. Sur un tronçon d'autoroute de combien de kilomètres? 100, je sais plus, 100 quelque chose de kilomètres. Oui, c'est quand même un grand tronçon. Ouais. Non, en fait, Et l'idée, c'était des points, en fait. Donc, hmm, plus le véhicule, quand on voulait, on a réduit puisque on a réduit euh, la longueur des véhicules et ils étaient pratiquement comme des ponts. ah, d'accord. D'accord. Mais du coup, en termes de. Bon, là, c'est le temps, je crois que c'est le temps qu'ont mis les véhicules à atteindre. Non, c'est le temps de simulation, ça? Je sais pas Oui, si je ça, l'ai c'est le appelé. temps de simulation. D'accord. Euh, Et le but, c'était que tous les véhicules atteignaient un point, c'est ça? Particulier Oui, dans l'espace. oui. Ok. Ça, c'était pour mesurer, on mesurait la, je sais pas déjà. Ah, voilà, on mesurait le temps de simulation entre le scénario 1 et le scénario 2 avec une perte de précision maximale de 10%. D'accord. Ok. Donc, ouais, ma question, c'est surtout sur ça, sur la quantité de données qui avaient été simulées et sur la rapidité Et que le système aussi, avait à les digérer. pour pouvoir mesurer ces différents temps de trucs, je pense qu'on faisait 50 fois et trouver les moyennes, Mhm. si je me trompe. C'était 50-50. À chaque point, par exemple, là, si c'était pour 5 000, on faisait 50 simulations à ce point, 50, et après les 50, puisque le processeur, souvent, n'avait pas le même temps de simulation. Donc, tantôt, on pourrait avoir 0,05 millisecondes. Après, on refait la même chose sans rien changer, mais le temps changeait. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème, on a plutôt fait 50-50 simulations de chaque et avoir la moyenne. Donc, ces valeurs, s'ils ne sont pas des valeurs, sont des valeurs moyennées en elles-mêmes. D'accord. Le processeur n'est pas fiable apparemment. D'abord, je remercie Igor pour sa présentation. Merci d'être venu ici à tous hein, d'avoir assisté et bien à la prochaine.